Bonsoir, c'est Garance Meillon pour le festival Quartier du Livre. Alors tout d'abord, je voudrais remercier le festival et ses organisateurs de m'avoir proposé cette lecture. Ce soir, je vais vous lire deux textes inédits. Donc pour vous présenter un petit peu, donner un peu de contexte pour le premier, il est sur la photographe Francesca Woodman. En fait, j'ai imaginé l'arrivée de cette photographe à New York en 1979, après qu'elle ait fait un séjour en Italie. Je commence. J'ai recommencé. Une nuit entière sans dormir. Dehors, les passants ivres criaient sous l'orage en insultant les taxis. Moi, j'étais là, à chercher le sommeil. La fenêtre au-dessus de ma tête ruisselait de pluie. Je ne m'habitue pas à New York. La ville est dure, on le sent dès qu'on arrive. L'acier des gratte-ciel vous le dit, l'odeur de graisse des hot-dogs vous le dit, les vendeurs à la sauvette, les clochards allongés à la même le sol, les concierges des hôtels, les caissières de chez Bergdorf en pause déjeuner vous le disent. Ici, vous n'êtes pas chez vous. Parce qu'ici, tout est trop carré, trop net, trop de lignes de fuite se dévident devant moi quand je marche dans la rue. Les avenues se croisent à angle droit, et à l'intérieur de cette grille, il faut avancer. Depuis 3 semaines, c'est la même chose. Aller de mon appartement jusqu'au studio, du studio jusqu'au délit italien, du délit jusqu'à mon appartement. Le lendemain, recommencer. Contourner les canapés abandonnés sur les trottoirs de Soho, pousser les portes battantes de Madison Avenue, courir s'abriter des averses dans les kiosques de Central Park, esquiver les voitures qui filent à toute blinde sur Lexington, tout ça je sais faire, j'ai appris. La ville impose à tous les corps la même chorégraphie. Ce n'est qu'une fois revenu chez soi qu'on prend la mesure des coups de sa cravache invisible. Alan, le photographe de mode qui m'a embauchée comme assistante, me donne quelques quarters de plus pour prendre le métro jusqu'à chez moi. C'est un luxe et c'est gentil de sa part, mais pour l'instant je sais qu'il faut marcher dans la ville. Il faut la comprendre avec les pieds. Mais mes pas m'emmènent malgré moi dans une géographie qui me dépasse et qui me laisse peu d'espoir de contrôle. New York fait ce qu'elle veut de moi. Et il y fait froid dans cette ville d'acier et de fer, dans cette métropole qui réchauffe ses mains au réchaud de fortune des vendeurs de rue. On avait dû me le dire qu'il faisait froid ici. Benjamin me l'avait dit cet été, je crois, mais je l'avais oublié, peut-être volontairement. La température à New York en hiver, invraisemblablement basse. New York au mois de janvier, couverte de neige, forcément. Et cette neige-ci est poisseuse, boueuse, rien à voir avec celle de Denver, blanche et légère comme des ailes d'ange. La ville salit tout ce qui la touche. 3 semaines seulement que je suis arrivée. Il faut tenir. La lumière de l'Italie me manque. La façon dont elle entrait dans la pièce en fin d'après-midi, rien que ça. S'asseoir par terre et la regarder jouer avec les rideaux, avec le parquet du studio. Ma main trouvait son chemin jusqu'à l'appareil photo. Puis il fallait simplement laisser faire, laisser venir. L'obturateur semblait s'ouvrir et se fermer tout seul, comme si mes doigts n'avaient plus rien à voir là-dedans, dans ce processus-là. Clic-clac, les photographies s'enchaînaient, invincibles, immuables dès qu'elles atteignaient l'intérieur de l'appareil. Mentalement, je les voyais s'empiler les unes sur les autres dans la boîte noire, aérienne, des plumes tombées du ciel. Mon Leica M capturait la lumière de Rome, et la lumière faisait tout le travail. Facile de prendre des clichés dans ces conditions-là. Je n'avais presque pas de mérite. Les mains dans les poches en plein mois de janvier, j'avance. J'avance et je pense à Rome, à sa chaleur, à sa lumière jaune et ocre sur les bâtiments. Une lumière si puissante qu'on se mettait à douter de leur couleur à ces bâtiments soudain. On ne savait plus s'ils avaient toujours été ainsi ou si le soleil les aspergeait de sa propre peinture. Ils étaient beaux comme ça en fin d'après-midi. Le Colisée, la petite église de la Via dei Barbieri, la librairie Maldoror, Federico et ses cartes postales, le palais Farnese, le petit café sur la piazza Santa Maria. Les plus solennels comme les plus modestes. La lumière italienne les mettait au même niveau. Elle les rendait tous beaux, non, plus que beaux, imparables. Avec elle, tout critère esthétique se trouvait aboli. Il y a quelque chose à dire là-dessus, sur cette force de la lumière, sur ce pouvoir qu'elle a de tout aligner sur le même plan, le plus vulgaire comme le plus noble.
Et moi, je voudrais que mes photographies soient comme des bâtiments italiens, capables d'arrêter le regard, le temps, les deux à la fois. Vu d'ici, l'Italie n'est qu'une idée, un mot que les gens prononcent quand ils ont besoin de rêver, un fantasme de midinette qui dirait Rome comme elle dirait Paris ou Londres pour le simple plaisir d'en parler, un luxe qu'on s'offre gratis. Il me faudra du temps pour aimer New York, pour apprécier les gratte-ciel, la verticalité de leurs questions dans le ciel de janvier. Je ne lève pas les yeux, je regarde mes pieds. Voilà l'effet que ces chefs-d'œuvre d'architecture ont sur moi. À défaut d'élever mon regard, ils l'aimantent inexorablement vers le sol. Et pourtant ils sont là, constamment au-dessus, une menace qui flotte en silence, une pluie de métal qui ne demande qu'à tomber. Le Flatiron Building, paf, vient me frapper à l'angle, au visage à l'angle de la 5e avenue et de la 22e rue, puis les autres buildings s'enchaînent, moins majestueux, plus communs, plus susceptibles d'être apprivoisés, mais non, je continue, je regarde mes pieds. Il faut du temps, il faut apprendre à faire corps avec la ville. Une ville, on peut y vivre sans y entrer, c'est une chose que les gens ne comprennent pas. Ils croient s'être emparés d'un appartement, d'une salle de bain, d'une capitale, mais ce sont les lieux de leur vie qui les tolèrent, qui disposent d'eux. Cela, ils peuvent l'ignorer jusqu'à la fin. Les photographies, c'est la même chose. Devant ou derrière l'appareil, à l'instant où vous pensez les maîtriser, ce sont elles qui vous attrapent. Un lieu, on peut l'occuper sans l'habiter. Une photographie, on peut se trouver dessus sans s'y faire une place. Dans les deux cas, c'est le flou qui prend le dessus. Il y a des portails à franchir. Il y a des étapes. Il faut mériter les lieux et les photographies. En attendant, je regarde mes pieds. D'une enjambée, j'avale le bitume qui brille. Sous mes semelles, la carte se déplie en 3 dimensions. Dans ce quadrillage, je ne m'autorise pas de diagonale. Une fois arrivé au Delhi, je lève enfin la tête. J'ai beaucoup marché pour y arriver, presque 1 heure depuis le studio d'Alan. 1 heure de marche pour atteindre le seul endroit qui me rappelle Rome. En fin de compte, ce n'est pas cher payé. La chaleur du radiateur me rend écarlate. Tout mon sang afflue soudain dans mes joues, dans mes oreilles, dans mes doigts engourdis. Et je dois ressembler à une idiote, à une pauvre gamine, les cheveux couverts de givre, ce givre qui maintenant fond doucement pour venir mouiller mes tempes. Le délit italien a précipité le cours des saisons. Il l'a accéléré. En moins de 5 minutes, c'est le printemps et tous mes habits ruissellent. La fonte des glaces s'immisce sous mon manteau, sous mon gilet et mon chemisier, puis fait descendre son baiser gelé le long de ma colonne vertébrale. Plus qu'une cliente et c'est mon tour. Vittorio, derrière son comptoir, me reconnaît. Son sourire me console un peu de la mare de neige fondue dans laquelle je patauge à présent. Je viens plusieurs fois par semaine au Delhi, au cœur de Little Italy, les soirs où Alan me permet de partir du studio avant la nuit. Vittorio glisse toujours un extra avec ce que j'achète. Un morceau de provolone, un cannolo, des tomates à l'huile d'olive, 2 ou 3 tranches de copa. Je le remercie en italien, un italien brisé, fracassé, qui me fait honte. Voilà moins d'1 an que je suis rentrée de Rome, et déjà j'ai tout oublié. Mais Vittorio ne s'en soucie pas. Il a l'air heureux de m'entendre parler sa langue. Il s'exclame Francesca, la mia ragazza, quand il me voit franchir la porte de sa boutique. Mes parents prononcent Francesca à l'américaine, Benjamin aussi, mes professeurs aussi. Je connais mieux mon prénom avec l'accent américain, le A qui se plie suivi du N qui se traîne, mais il n'y a rien à faire, ça ne s'explique pas. Quand Vittorio prononce mon prénom avec son accent du Piémont, j'ai l'impression de rentrer chez moi. En quelques secondes, sa voix redonne leur couleur aux lettres. Elle restitue leur sens aux mots les plus communs, ceux qu'on croyait avoir tués pour de bon après des années d'usage intempestif. Je voudrais rester avec Vittorio plus longtemps, mais les clients se pressent dans le magasin à partir de 19h. Mon ami s'excuse d'un sourire et va les servir, aidé du commis. J'observe un moment la clientèle d'expatriés faire la queue au comptoir. Les hommes aux cheveux gominés, les femmes et leurs talons carrés, les enfants qui réclament une glace en plein mois de janvier, les nonnes nées aux cheveux blancs qui sentent bon les oranges de Sicile, tous vivant dans un New York qui ne leur convient pas, tous comme moi, tâchant de faire tenir les sinuosités de leur vie dans le quadrillage d'une ville. Pourquoi avoir quitté Rome et ses rues en zigzag? J'aurais pu tenter de rester plus longtemps. J'aurais dû. Rome, une ville à taille humaine. Rome, une ville qui se laisserait photographier si on le lui demandait. J'aime les villes qui n'ont pas de logique. La carte de Rome n'a aucun sens lorsqu'on la déplie devant soi. C'est une ville qui s'est faite toute seule, une ville qui a vécu.
On peut cheminer à l'intérieur et y semer des bouts de son existence sans se retourner. New York, elle, vous a toujours à l'œil. Je quitte Vittorio, la gorge serrée. Sa boutique et ce quartier ne sont que des échos de l'Italie, je le sais bien. Mais on en vient à chérir les échos quand on tend l'oreille chaque jour dans l'espoir de réentendre la musique d'un pays. Je prends le métro pour rentrer chez moi. Dans la rame, j'ai un vague sentiment d'échec, un haut-le-cœur. La vie souterraine a fini par m'avoir. Ses forces m'ont attiré jusqu'à elle, inéluctablement, jusqu'à ce wagon sordide et couvert de graffitis. En plus de cela, et malgré le pourboire d'Alan, le métro coûte cher, marcher est plus économique, mais je dors très peu en ce moment, et il faut que j'économise mes forces. J'ai piqué un chapeau au studio tout à l'heure. Alan s'en est servi pour des photos qui seront dans Harper's Bazaar le mois prochain. Un beau chapeau vert. La styliste du magazine l'a oublié et Alan ne s'en est pas aperçu. J'ai volé, c'est mal, mais je ne le regrette pas. Je le sors de mon sac à main et le fais tourner entre mes doigts. Son velours vert, ses courbes douces, la rondeur de ses bords, il fait années 50 ce chapeau. Il a passé toute la journée perché sur les cheveux blonds vénitiens d'une mannequin, et toute la journée j'ai eu envie de le décrocher et de détacher les cheveux de la fille. Une quantité impressionnante d'épingles les maintenait en place. Lorsqu'elle s'était décoiffée après la séance, en observant la masse de ses cheveux se déployer, j'avais cru voir un animal fauve se libérer de ses fers. Cet après-midi, si je n'avais pas été l'assistante du photographe, j'aurais mis le chapeau de côté, j'aurais défait les cheveux de la fille et je lui aurais enlevé son corsage, complètement. Elle se serait retrouvée à demi nue, les bras ballants, l'air vaguement inquiet, se balançant d'une jambe sur l'autre. Gravure de mode arrachée à son contexte. Et maintenant, Francesca? Je l'aurais prise par la main comme on le fait avec une petite fille. Je l'aurais conduite face à l'appareil. J'aurais arrangé ses longs cheveux blonds vénitiens de façon à ce qu'ils lui couvrent entièrement le visage, ainsi qu'une partie de la poitrine. Elle se serait tenue blanche et blonde face à l'objectif. Moi, je me serais placée derrière la boîte noire, la phalange sur le déclencheur comme sur la gâchette d'un fusil. J'aurais commencé à lui prendre des images. Si elle voulait partir, il était trop tard. La lumière de New York se serait accordée à nous, traversant la pièce de sa couleur terne, l'imprégnant de sa teinte de fin d'après-midi en hiver. Elle aurait été pour nous une troisième compagne. Et pourtant, il faut s'habituer à cette grisaille. Elle est le contraire de l'Italie. Mais à présent, j'ai l'appareil de mon côté. Je peux compter sur lui, sur moi, et peut-être aussi sur cette fille, cette mannequin devenue un peu godiche depuis qu'elle ne peut plus se cacher derrière ses vêtements. J'aurais peut-être fini par placer le chapeau au pied du mannequin, à l'envers, comme si elle venait de l'envoyer valser d'un léger coup de talon. Simple accessoire dont on se débarrasse. Jusqu'à la nuit, je me serais tenue là, avec elle. Nous serions restés dans cette pièce, et New York à l'extérieur se serait tue. Mais peut-être serait-ce nous qui l'aurions fait taire. Peut-être aurions-nous éteint la ville comme on éteint une lampe, à coups de photographies muettes, de grands pans de silence, placardés sur la cacophonie de sa réalité. Rentré chez moi, je mange les tomates de Vittorio avec les mains, laissant couler leur jus entre mes doigts, un épais jus rouge sang qui vient atterrir sur la table en bois de la cuisine. Je termine le morceau de provolone en écoutant la radio. On parle d'une fille de 16 ans qui a tiré sur des enfants à San Diego hier. Elle s'appelle Brenda Spencer et elle en est blessée 8, tuant au passage le directeur de l'école primaire ainsi qu'un policier. Quand on l'a interrogée sur les raisons de son acte, elle a répondu qu'elle n'aimait pas les lundis, voilà tout. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en entendant ça. Elle passera sa vie en prison, dans une chambre carrée, dans une pièce avec une fenêtre par laquelle le soleil arrivera pour éclairer toujours le même pan de mur, toujours à la même heure. Je me demande si elle s'assoira sur le sol à l'heure où la lumière entrera, dans un rendez-vous tacite avec le soleil, et si elle fermera les yeux en pensant à l'été, en s'imaginant pendant 1 heure que la fenêtre n'a pas de barreaux, et qu'elle-même, Brenda Spencer, se trouve quelque part, au bord de la Méditerranée, dans un pays où elle peut marcher pieds nus toute la journée, dans l'odeur des pins et des citronniers. Je l'imagine assise par terre, comme ça. Fermer les yeux sera le seul moyen de repousser les murs. Avant d'aller au lit, je me mets nue devant le miroir. Je regarde ce corps qui a marché dans la ville.
qui a essayé de se soumettre à sa géographie. Mes grains de beauté, mes longs cheveux, mon ventre de jeune femme, pas encore amolli par le temps ni par une grossesse, mes jambes de petite fille et mes bras trop maigres, ma bouche de femme que Benjamin a embrassée tout l'été, mes yeux de vieille dame que moi-même j'ai souvent du mal à reconnaître, ce corps qui prend le mouvement sans jamais prendre la pause, ces composantes disparates, unies dans le miroir mais que moi je vois toujours disjointes, des fragments, des bouts de chair, faits pour tenir dans des formats carrés ou presque, des cadres de 7 pouces sur 9 et de 10 sur 12. J'ai du mal à croire qu'entre Denver et Florence, entre Rome et New York, entre Boulder et Providence, pas une fois je ne me suis quittée. Pas une fois je n'ai laissé derrière moi cette enveloppe corporelle, qui à présent ne s'accommode pas de la neige sale de cette ville, ni de ses odeurs de friture. Mon corps, qui jusqu'ici se refuse à New York comme on se refuse à un homme, obstinément refuse l'offrande que la vie lui réclame. Refuse tout sauf le flou, ce grand tabou que la photographie redoute plus que tout. Peut-être que mon corps m'écoutera et qu'il prendra le pli de New York. Peut-être qu'il finira par oublier l'Italie. On peut se forcer à l'amnésie. Il faut bien habiter quelque part. Voilà, donc c'était le premier texte. Et je vais maintenant vous lire le deuxième, qui est plus court, et pour lequel je ne vous donnerai pas d'introduction, et qui s'appelle Mauvais oracle. L'instant d'avant, tout allait bien. Le monde traçait tout droit jusqu'à Paris, en passant par l'autoroute, une ligne de fuite qui s'effaçait au loin par-delà le pare-brise. Une semaine en montagne avec ton père et ton frère, terminée maintenant, et tous les deux sont assis à leur bonne place dans la voiture, tous les deux distillant dans l'habitacle les mots que tu attends d'eux, les intonations, les tics d'expression, les mêmes, en continu, si bien qu'au bout d'un moment tu ne les entendais plus. Leurs mots sont simplement les mots de la famille, ceux auxquels on s'habitue, le fond sonore de vacances à présent consommé. Tu conduis. La vie est normale, réglée, chronométrée même. Le décompte s'en affiche sur le petit écran du GPS de la voiture. Encore 3 heures de route et vous arriverez. Ton frère dit quelque chose, ou c'est toi qui lui parles, et d'un coup c'est le mur. Un mur qui se dresse devant toi, là, tout de suite, et il n'y a rien à faire. L'avenir vient de se matérialiser. Et l'avenir ne va pas tout droit. Il n'y avait pas d'horizon, rien, niette, qu'est-ce que tu croyais? Les lignes de fuite, disais-tu? Une farce, une diversion. L'avenir, en fait, c'était cette Fiat ou cette Peugeot, tu oublies la marque, qui vient de prendre forme devant toi et qui est l'obstacle dans lequel tu vas t'enfoncer. Alors vas-y, percute la voiture. Rouge, rouge elle était, ça tu en es sûr. De toute façon, tu n'as pas le choix. Fonce droit dedans. Ça s'appelle le futur. Jusqu'au bout, tu refuses. Tu connais cette sensation. Tu connais ça, ce moment où tu te dis que tu ne vas pas te la prendre quand même. On va pas se la prendre, celle-là. Suivi du soupir de soulagement. Ouf, on a eu chaud, c'était à 2 doigts. Parce qu'un moment comme celui-ci est toujours suivi d'un soupir de soulagement. La vie jusqu'ici, c'était ça. C'était presque une frayeur, presque la grande peur. Juste à temps tu t'arrêtais, au bord de la panique. Ta vie, c'était ça, pas plus, pas moins. Tu te faisais des frayeurs, comme toutes les gamines à qui rien n'est jamais vraiment arrivé. Pour toi, ce qui était grave ne pouvait l'être que presque. Tu n'avais pas connu l'instant d'après, celui où dans ton corps tu sais que tu ne t'arrêteras pas, celui où ça se met à danser dans ta cage thoracique, malgré ton pied gauche qui appuie sur la pédale de frein, qui appuie toujours plus fort, malgré l'odeur de brûlé qui surgit dans l'air ambiant. Tout ça, non, tu n'en connaissais rien. Alors tu le regardes arriver, stupidement. La vie te frappe de plein fouet, et en ce jour elle a pris la forme d'airbag qui s'ouvre de tous les côtés. Et pourtant tu ne veux toujours pas, tu ne veux pas y croire, tu dis non jusqu'au bout. Tu veux encore croire au presque. Il y a des habitudes qui ne s'abandonnent pas facilement. Tu t'es pris le mur et tu regardes ton père, qui regarde ton frère, qui regarde devant lui sans parler et qui tremble. Tu ne sais pas quoi faire et tu attends qu'on te le dise. Te voilà véritablement à ton âge. Tu es une enfant en fait, en réalité, et jusqu'ici tu avais fait semblant. L'adulte, c'était pour déconner. Ton père te dit de sortir de la voiture. Tu obéis. Il prend l'enfant dans ses bras, l'autre, le vrai. Ton frère est rigide. Il se tient droit comme un piquet et son regard est fixe. Les voitures s'arrêtent autour de vous. C'est un accident, ce qu'on appelle un accident. Ce qui s'est passé, on n'en sait rien. On ne se pose même pas la question. La narration n'arrive qu'après.
En attendant, voilà à quoi ça ressemble de l'intérieur. Tu le découvres. Pendant un accident, on ne se presse pas. Tu apprends ça. Le temps se déplie autour de vous. Les gens vous regardent et ils ne comptent pas. Ils ne comptent pas et ils ne vous regardent pas. Ils regardent la situation. L'herbe mouillée du bas-côté, derrière la glissière de sécurité, c'est à cause de toi que le petit frère en a connu le contact sous son cou, sous ses vêtements désormais humides. Souviens-toi de ça. Tu t'en souviendras. C'est une certitude que tu peux avoir. Tu la garderas en toi, au chaud, pour plus tard, bien sûr. On n'en est pas encore là. Le petit parle. Il prononce quelques mots. Les pompiers sont cordiaux, ils ont l'air vaguement désolés, mais il sourit quand même. On va lui faire passer un scanner à l'hôpital. Toi et ton père, vous n'avez rien, absolument rien, des miraculés. Et pendant un temps, tu te dis que si tu n'as rien, c'est parce que jusqu'au bout, tu n'as pas voulu y croire. Tu t'es accroché à la pensée magique. Et maintenant, c'est fini. Il faut aller à l'hôpital. Ton père attend la dépanneuse et vous rejoindra là-bas. Alors tu montes dans le camion des pompiers. Tu ne peux pas t'empêcher de remarquer leur accent de Bourgogne, la rondeur sur leur fin de phrase, et tu t'en veux de prendre note de ces choses. Dans leur camionnette presque vide, il n'y a donc rien à l'intérieur, ou si peu, les pompiers se veulent rassurants. Et tu les supplies d'aller tranquilliser ton père. Tu pleures debout en même temps que tu parles, mais ça il ne faut pas pleurer. Peux-tu au moins faire ça? Ton frère, sur un brancard de pompier, une minerve autour du cou, la couverture de survie dépliée sur lui, c'est toi qui as amené cette vision. C'est par ta personne que cette vision s'accomplit. C'est un destin qui se fige, c'est un mauvais oracle. Mais qui se charge de réaliser les mauvais oracles dans la mythologie? À l'hôpital, il dit qu'il a mal aux lèvres. Il a les lèvres gercées à cause du froid et du vent des pistes de ski, qu'il a dévalées à toute blinde pendant une semaine. Le petit frère ne se plaint de rien d'autre, sinon de cette partie du corps, qui paraît si dérisoire, si vulnérable aussi, ses lèvres, ses petites lèvres roses toutes gercées. Tu cherches frénétiquement du baume dans ton sac à dos, mais rien, tu ne trouves pas, décidément tu n'es à la hauteur de rien aujourd'hui. Alors faute de mieux, tu lui appliques maladroitement de la crème pour les mains avec ton index. Tu dis, tu as les lèvres toutes gercées, une réflexion à voix haute, qui ne fait que formuler une évidence. Et en prononçant cette phrase, tu éclates en sanglots, comme surprise par ce qu'il y a de brisé dans ta propre voix. Tu poses tes mains sur ton jean encore taché de la terre du bas-côté, cette terre que le frère n'aurait pas connue sans toi. Lui, il te regarde maintenant avec étonnement, une curiosité presque amusée. Il ne te voit pas souvent pleurer, et il sait que cette fois-ci, ce n'est pas uniquement à cause de l'accident, mais que ça a à voir avec lui aussi, avec ton amour pour lui. Ton amour pour lui qui jusqu'ici était resté flottant, presque théorique, excepté les quelques fois où ton cœur s'était ouvert, toujours à des moments inattendus et toujours violemment. Cet amour filial, cette fois-ci, il le voit. Il en est presque content. Tu sens que c'est cela maintenant, le sous-texte de ses phrases, des questions qu'il te pose, tandis qu'il est toujours allongé. Tu m'aimes alors? Oui. La réponse est oui. Il passe le scanner. Il n'a rien. Lorsque tu l'apprends, tu te dis qu'il n'aurait pu en être autrement. Tu ne peux pas t'empêcher de te répéter cette phrase en boucle. Et dans le même temps, tu sais à quel point elle est fausse. Ton père vous rejoint. Il vous prend dans ses bras, toi et ton frère. Et toi, il te pardonne. Ce n'est pas ta faute, ok, te répète-t-il. Tu n'as pas fait d'erreur. C'est la voiture devant qui a pilé. Tu n'y pouvais rien. Et encore une fois, le sous-texte est là. Ton père t'aime, quoi que tu fasses. Il ne te pardonne même pas parce qu'il n'y a rien à pardonner, parce que ce n'est pas ta faute. Tu comprends? Tu piges? Tu piges qu'on t'aime? Juste avant, il y a eu un moment où tu t'es retrouvée seule, assise derrière la porte de la pièce où ton frère passait le scanner. Non, vous ne pouvez pas l'accompagner, avaient dit les infirmières. Il y a eu la question que tu t'es posée dès ton arrivée ici. Non, sois honnête, dès que l'accident a eu lieu. Et cette question, tu te l'es reprochée. Tu t'en es voulu, de t'être demandé si tout ça, tu pourrais l'écrire. Voilà. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Et bonne soirée.